Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, 30 juin 2014, ça va faire 54 ans que le Congo est indépendant. Et cette année au Congo, les célébrations sont une occasion pour rendre hommage aux militaires et aux policiers. C'est ce que le gouvernement congolais sur place a décidé par la voix de son porte-parole. La mère Mende a notamment affirmé ceci: c'est grâce à la pugnacité de ces jeunes gens militaires et policiers qui ont obéi au commandement du commandant suprême Joseph Kabila que nous travaillons aujourd'hui à notre développement. Monsieur Mbelou, lorsqu'on sait que ces mêmes forces de l'ordre s'illustrent par des comportements liberticides, il y a là de quoi se poser des questions. Oui, merci bien, Monsieur Etienne Ngandou. L'indépendance de notre pays est symboliquement politique et il est important que nous puissions procéder à une certaine évaluation qui nous permette de faire le point. Mais si aujourd'hui on place la fête de cette indépendance sous le sceau des forces armées congolaises et de la police congolaise, cela soulève certaines questions. Vous savez que de temps en temps, je rappelle la petite phrase de Daniel Mitterrand qui dit « Un peuple sans mémoire ne peut pas être un peuple libre ». De quel militaire parle-t-on au Congo? De quelle police parle-t-on au Congo quand nous savons que l'armée et la police sont infiltrés par des éléments extérieurs à notre pays? Là, c'est une première observation. Une deuxième observation. Les deux messieurs que vous venez d'évoquer, M. Joseph Kabila et M. Lambert Mende, avaient voulu nous convaincre à un certain moment que M. Bosco Tanganda, qui était général dans l'armée congolaise, était un Congolais et un général indispensable pour le retour de la paix à l'est de notre pays. Or, nous remarquons qu'à l'heure actuelle, même si nous ne partageons pas toutes les orientations de la Cour pénale internationale, qui est la Cour pénale des vainqueurs, mais nous remarquons quand même que M. Bosco Tanganda a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et à plusieurs reprises, ces militaires et ces policiers ont participé au viol et à la destruction des vies de nos mères, de nos pères, de nos frères, de nos sœurs et de nos enfants. Une troisième observation. Beaucoup de nos compatriotes qui ont été tués par la police politique du pouvoir fantoche de Kinshasa l'ont été avec la complicité des forces armées dites congolaises et de la police gérée par un élément qui vient de l'extérieur du Congo et qui fut membre d'un parti politique, le RCD Goma, qui a participé à la guerre d'agression et de prédation dans notre pays. Alors, mettre un défilé sous le sceau des forces armées et de la police sans qu'il y ait eu une justice transitionnelle pouvant permettre que les victimes des massacres, des tueries, de viols, d'extorsion, d'attaques extrajudiciaires ne puissent être jugées, c'est se moquer de la mémoire du peuple congolais. Nous attendons encore les images, nous verrons comment notre peuple a accueilli ce message, mais encore une fois, nous avons là une preuve palpable de la façon dont ce pouvoir fantoche de Kinshasa se moque de nos populations.
Et pour rappel, ce ne sont pas les forces armées congolaises qui ont été sur le devant de la scène pour pouvoir mettre fin à ce qu'on a cru être le mouvement du 23 mars. Cette histoire-là est un bobard. Les enjeux ont changé et les maîtres du jeu, que nous appelons de temps en temps les acteurs majeurs, n'avaient aucun intérêt à voir se poursuivre la guerre à l'est de notre pays dans l'intensité qui était la sienne à ce moment-là. Ne nous l'aurons pas, la guerre se poursuit. Vous avez appris dernièrement qu'il y a eu des militaires congolais qui ont été tués, qui ont eu une balle dans la tête parce qu'il y avait une montagne qu'on s'est disputée à l'est du pays. Donc il y a une guerre psychologique et une guerre de basse intensité qui se poursuit. Donc, quand on considère... Monsieur Mbelou, oui. Monsieur Mbelou, prenons un cas concret, les cas de l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya. Hein, il a été assassiné dans les locaux de la police nationale de Kinshasa. Est-ce que cela n'illustre pas bien l'instrumentalisation des forces de l'ordre au service du régime en place? Est-ce que cela n'est pas maladroit que de mettre en avant la police et l'armée pour cette célébration de l'indépendance? C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous disons que procéder comme on l'a fait aujourd'hui, sans que les commanditaires et ceux qui ont perpétré les crimes au sein de l'armée et de la police congolaise aient été jugés, c'est cracher sur la mémoire des compatriotes victimes de ces messieurs-là. Donc, il y a pire. Il y a eu le jeune colonel Mamadou Ndala qui a été achevé par certains membres de cette armée-là. Donc, il aurait été préférable, si on veut remettre les choses en place, que nous procédions d'abord par la mise sur pied d'une justice transitionnelle qui aurait permis de rendre justice aux victimes des massacres, des tueries des membres de la police et de l'armée dite congolaise. Parce que cette armée-là et cette police-là est fortement infiltrée par les éléments extérieurs. Donc je disais que quand il y a eu changement d'enjeu et qu'il y a eu signature de l'alliance publique-privée entre le gouvernement américain et le gouvernement fantasme de Kinshasa au mois de novembre 2011, la nécessité de voir la guerre se poursuivre comme elle l'avait été par le passé n'existait plus. Il fallait que cette guerre change de forme. Et n'oubliez pas que, et ça je le dois aux informations sûres que j'ai eues de mes compatriotes que je venais de visiter à Londres il n'y a pas très longtemps, et il y a des informations qui prouvent que même avec les forces de la MONUC qui sont intervenues à l'est de notre pays, le problème était de pouvoir mater la véritable résistance congolaise. Nous ne devons pas nous leurrer en mettant sur la tête de la police et de l'armée infiltrée de notre pays, mettre sur leurs épaules toutes les réussites qu'il y a eu au pays, réussites entre griffes, parce que, je vous le dis, l'Est de notre pays ne nous appartient presque pas. On commence à parler dans les milieux néolibéraux du pays de l'Est de l'Afrique, donc qui comprendrait le Sud-Soudan, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya et les autres petits pays là, mais plus l'Ituri, le Kivu et le Katanga. Donc ça c'est le pays de l'Est de l'Afrique. Mais M. Mbelou, pour revenir à ces célébrations, n'est-ce pas un peu un manque d'inspiration de la part d'un pouvoir qui, après avoir proposé les 5 chantiers, parle maintenant de la révolution de la modernité, que de mettre en avant
l'armée et la police pour ces célébrations? Est-ce qu'il faut parler de faute ou d'erreur? Non. C'est de l'improvisation. Et ce n'est même pas de l'improvisation. C'est une façon de pouvoir distraire l'opinion. Hein? Ce pouvoir fantoche ne planifie rien. Nous le répétons 1000 fois. Son travail n'est pas de procéder à la planification de ce qui devrait être réalisé au Congo, mais d'exterminer les Congolais par la guerre, par la faim, par la soif, par les maladies, etc., etc. Non, ne nous leurrons pas en nous laissant surtout prendre par les discours. Hein? Un jour, nous pouvons prendre tous les discours que nous avons entendus de M. Joseph Kabila, les aligner les uns à côté des autres, les évaluer et voir qu'ils se ressemblent les uns des autres et que plusieurs promesses faites à travers tous ces discours-là n'ont pas encore connu le début de leur réalisation. Prenons la promesse la plus récente, c'est la formation du gouvernement de cohésion nationale. On attend toujours. Nous ne devrions pas être dupes. C'est la raison pour laquelle j'évoquais la petite phrase de Daniel Mitterrand qui dit qu'un peuple sans mémoire ne peut pas être un peuple libre. Ce n'est pas parce qu'on ajoute à un discours de plus que les réalisations vont suivre. On peut changer de vocabulaire et même tomber dans l'inversion sémantique. On peut parler de la révolution de la modernité, on peut parler de la nouvelle citoyenneté, mais tout ça c'est du blabla, c'est de l'inversion sémantique qui n'apporte rien de concret et de palpable à la vie réelle de nos populations. Très bien. Pour revenir à l'indépendance elle-même, avec un peu de recul, plusieurs Congolais semblent convenir que l'indépendance acquise en 1960 n'était que nominale, et certains compatriotes affirment même que parler d'indépendance totale et immédiate avait été une erreur lourde de conséquences pour notre pays et pour Lumumba lui-même et sa famille. Et de continuer, notre pays avait été victime de l'idéalisme, du radicalisme et de la formation politique insuffisante de son premier ministre au lendemain du 30 juin 1960. Est-ce une opinion que vous partagez? Non, cette opinion-là doit être nuancée. Essayons d'abord de replacer les indépendances des pays africains dans le contexte de ce temps-là. N'oubliez pas que certaines pressions pour que les pays indépendants, les pays africains puissent devenir indépendants, ont été exercées de l'extérieur. Dans notre pays, par exemple, il y a eu des forces extérieures qui ont contrecarré les actions du roi Léopold II et de la Belgique chez nous. Et puis n'oubliez pas que les États-Unis, qui n'avaient pas eu de colonies, avaient soif de pouvoir, eux aussi se positionner de manière utile dans certains pays africains et asiatiques, ainsi de suite. Et ils avaient intérêt, pour pouvoir se positionner utilement, ils avaient intérêt à pouvoir soutenir, ne fût-ce que de manière maligne, les mouvements d'émancipation politique africaine. N'oubliez surtout pas que les leaders africains qui ont travaillé à l'avènement des indépendances africaines avaient connu ou lu des textes sur les grandes révolutions du 18e et 19e siècle. Quand il y a un extrait d'une petite vidéo où Lumumba affirme avoir été influencé par la Révolution française. Quand vous prenez la Révolution française qui a donné un coup de massue à la féodalité et que vous prenez la Révolution d'octobre 1917 qui a fait que une coalition des paysans et des ouvriers arrive à renverser le tsar
Nicolas russe et que cela ait suscité la peur chez les partisans de la démocratie bourgeoise, quand vous prenez tout ce contexte-là, vous comprenez pourquoi les compatriotes africains et congolais de la trempe de Lumumba, Nasser, Sékou Touré et tous les intellectuels qui militaient pour les indépendances africaines, comme Frantz Fanon, avaient adopté un certain temps qui tendait à internationaliser les luttes inspirées par, de peu ou de loin par la pensée marxiste-léniniste. Donc quand on oublie ce contexte-là, on va faire croire aux gens que les Africains n'étaient pas très bien préparés pour pouvoir accéder à leurs indépendances politiques, même si elles sont restées pendant tout un temps nominal, mais cela valait la peine comme premier pas. Pour le cas du Congo particulièrement, nous devenons indépendants et il y a des hypothèques qui pèsent sur notre indépendance. On a l'indépendance politique, mais on ne gère pas l'économie, on ne gère pas l'administration, on ne gère pas l'armée. Donc si il y avait eu un passage de ces domaines-là aux autochtones, nous nous serions débrouillés comme nous aurions pu et les choses auraient pris peut-être une autre tournure. Mais là, nous sommes dans des hypothèses. Nous sommes dans des hypothèses. Et n'oublions surtout pas que les Congolais et les Africains qui luttaient avaient leurs amis, que ce soit en Afrique ou en Occident, qui travaillaient avec eux. Donc, vous savez par exemple qu'il y avait des partis, le Parti socialiste, surtout le Parti communiste belge, qui travaillaient dans d'une certaine manière avec certains politiciens congolais et certains membres de ce parti-là, occidentaux ou africains, étaient pris à travailler avec ces messieurs et ces dames pour les aider à faire en sorte que leur pays devienne effectivement indépendant. Mais le problème fondamental, c'est que les forces coloniales et impérialistes qui ont fait croire qu'ils pouvaient accepter que nos pays deviennent indépendants ont repris de la main gauche ce qu'ils ont donné de la main droite. Il y a la responsabilité des compatriotes africains et congolais, d'une part, mais il y a aussi de l'autre part la responsabilité de toute la coalition des forces capitalistes qui considéraient l'Afrique comme un réservoir de matières premières. Et vous avez, par exemple, les Américains qui pensaient que le Congo était un intérêt permanent pour eux et qu'il n'était pas possible de pouvoir lâcher ce pays-là. Donc, on ne doit pas insister sur certains éléments en mettant d'autres entre parenthèses. Il faut faire la part des choses, voir ce qui s'est passé du côté des Africains et des Congolais, d'une part, et de l'autre part, voir ce qui s'est passé du côté des colonialistes et des impérialistes. Très bien, un mot sur le bilan de l'indépendance elle-même, 54 ans après. Et vu de Kinshasa, que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, les points de vue sont diamétralement opposés. Pour la majorité kabyliste, il parle d'une stabilité dans les domaines économiques et politiques et qu'il y a des raisons de croire que demain, ça ira bien. Et du côté de l'opposition, on parle de la mauvaise gouvernance et d'une certaine dépendance du pays face à la communauté internationale. Qui dit vrai dans tout cela, M. Mbelou? Je ne tranche pas, mais moi je pose d'autres questions. Pour que nous puissions être sûrs d'être réellement indépendants, il y a moyen que nous puissions nous poser ne fût-ce que 3 questions. Qui dirige notre armée, nos forces de sécurité et notre police? Sont-ce des compatriotes qui rendent en permanence des comptes de leur gestion à nos populations ou des négrés des temps modernes placés à la tête de la défense et des services de sécurité par
les forces extérieures? Une première question. Une deuxième, qui gère notre économie? Sans les Congolais et les Congolaises élus par nos populations et qui font une reddition permanente des comptes à nos populations, ou des forces imposées de l'extérieur et qui ont fait de notre économie et de notre économie politique une affaire d'extraversion. Troisième question. Qui gère et dirige notre culture à travers l'école, l'université, l'église, la famille et les médias? Est-ce que nous avons la maîtrise de notre culture comme lieu de la réhabilitation de notre initiative historique, comme lieu de l'invention, de la création d'un imaginaire alternatif, où cette culture nous échappe et est utilisée comme moyen d'abrutissement, d'assujettissement de nos populations? Est-ce que l'espace public congolais est un espace ouvert à la pluralité d'opinions et de pensées, ou c'est un espace verrouillé et géré par ceux qui estiment être les uniques détenteurs de la sagesse et de l'intelligence? Si nous procédons par ces petites questions autour de ces trois domaines, la défense, l'économie et la culture, et que nous nous rendons compte que ces domaines sont gérés en tout et pour tout par les Congolais et de manière souveraine, nous pouvons dire que nous sommes réellement indépendants et que le bilan est positif. Or, à regarder les choses de plus près, il n'en est rien. Notre économie est une économie dominée par les programmes d'ajustement structurel dictés jusqu'à ce jour à notre pays par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. D'ailleurs, il y a des projets initiés par la Banque mondiale et le financement vient de cette institution financière internationale qui est au service des forces néolibérales, c'est-à-dire les forces d'assujettissement, d'abattardissement et d'avilissement de nos populations. Donc, comment voulez-vous qu'on dise qu'on est indépendant dans un pays où les forces d'abattardissement, d'assujettissement et d'avilissement sont dominantes? Moi, je n'y crois pas. C'est le jour où nous serons passés d'un État occupé, néolibéral, néocolonial, un État dominé par les forces extérieures, quand nous serons passés de cet État-là à un État national, géré de manière souveraine, économiquement, politiquement, culturellement, spirituellement et religieusement, quand nous aurons assumé toutes ces dimensions-là, en tant que sujet historique, je pourrais croire que nous sommes effectivement indépendants. Voilà. Mais, Monsieur Mbelou, est-ce faire preuve de Congo-pessimisme que de dire qu'aujourd'hui, 54 ans après l'accession du Congo à l'indépendance, le Congo-Kinshasa est mal parti? Dire que le Congo-Kinshasa est mal parti, c'est peut-être aller trop loin en besogne. Le Congo-Kinshasa n'est même pas encore parti. Nous avons un problème permanent de direction qui n'est pas résolu. Le Congo a maille à partir, à se mettre debout. Mais je crois qu'il ne faille pas être nécessairement pessimiste. Il y a des Congolais debout. Et c'est peut-être là que nous pouvons situer notre espoir. Hein? Vous savez que je reviens d'un petit voyage effectué à Londres. J'ai vu mes compatriotes debout, organisés autour d'une aumônerie qui fonctionne à merveille. J'ai même échangé
avec des compatriotes congolais qui sont en train de créer leur propre banque. Ça, c'est le cas de Londres, simplement. Mais vous avez aujourd'hui, à travers le monde, et même au Congo, des compatriotes qui, petit à petit, réveillent leur mémoire, prennent conscience que un autre Congo est possible et essayent de se mettre petit à petit debout. Et j'en ai vu, hommes comme femmes, quand on voit le travail qu'au font les mamans catholiques à Londres, par exemple, on se dit, non, il y a lieu d'espérer, et à condition qu'une grande synergie, que des grands réseaux se créent entre ce travail qui se fait à l'extérieur et celui qui est en train de se faire à l'intérieur de notre pays. Comme Patrice Emery Lumumba, je crois que notre pays a un avenir merveilleux et que ses fils et filles finiront par prendre conscience et de manière radicale qu'ils ont le devoir de la reconstruction de ce pays-là pour lui offrir un bel avenir fondé sur un vivre bien collectif et partagé. Très bien, on passe à autre chose. L'actualité politique à Kinshasa, plus de 120 forces sociales et politiques de l'opposition ont annoncé leur intention de traduire en justice le président de la CENI, Apollinaire Abbé Malou Malou. Et quant à la majorité kabiliste, elle estime que cette démarche est un coup d'épée dans l'eau. Monsieur Mbelou, pensez-vous que cette dernière démarche, celle d'intenter un procès à Apollinaire Malou Malou, aboutira quand on sait la manière par laquelle notre justice fonctionne? Là, moi, je pose une autre question. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous fourvoyer en croyant que la meilleure façon de pouvoir résoudre la question du manque de légitimité chez nous, c'est de passer par les cours et tribunaux que nous reconnaissons être au service du pouvoir fantoche de Kinshasa? J'ai l'impression qu'à un certain moment, nous ne mettons pas beaucoup de suite dans nos idées. Regardez, il y a eu, après les élections fantoches les élections truquées, frauduleuses de 2011, il y a eu un président d'un parti politique qui est allé à la Cour suprême pour présenter sa requête. Et il s'est rendu compte que cette cour, était une cour au service du pouvoir fantoche au Kinshasa. Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps pour qu'aujourd'hui on puisse croire que pour résoudre le problème de légitimité, il faille aller traduire Apollinaire Malou Malou devant ces cours et tribunaux que nous reconnaissons être au service du pouvoir fantoche de Kinshasa? Donc on est là dans un cercle vicieux qui prouve plus ou moins ceci. Certaines forces de changement seraient à bout d'imagination et de créativité. Et ils auraient besoin de pouvoir se recycler pour trouver d'autres voies, d'autres moyens de pouvoir résoudre la question de la légitimité politique dans notre pays. C'est déjà bien. Mais justement, M. Mbelou, que faudrait-il faire au-delà de dénoncer, puisque la duplicité évidente entre la CENI et le gouvernement des Kabila voudrait mettre tout le monde devant les faits accomplis, avec leur calendrier électoral, quitte à les obliger les moments venus à embarquer dans les navires des élections tels que voulu par eux? Oui. Il y a un piège dans lequel ces forces qui se regroupent se laissent prendre. C'est leur foi dans un processus électoral vicié et vicieux. Pourquoi ne peuvent-elles pas s'engager sur d'autres sentiers que celui de ce processus électoral-là? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant aujourd'hui de se regrouper autour d'autres défis, de se regrouper autour d'autres questions urgentes de l'heure,
voir comment, en tant que force sociale et politique, nous pouvons nous mettre ensemble, créer nos banques, créer de l'argent parce qu'on ne sait pas faire de la politique et mettre ce pays-là debout sans argent. Il serait possible que les forces du changement s'engagent dans la recherche, dans l'identification des meilleurs d'entre nous du point de vue économique pour qu'ils nous disent comment faire pour coaliser, produire de l'argent et devenir maître de notre économie. Une première voie. Une deuxième voie. Ces forces du changement pourraient chercher à créer des services de sécurité efficaces. Il ne faut pas attendre demain, quand elles seront aux affaires, pour pouvoir penser à la création des forces de sécurité efficaces. Vous ne savez pas, dans un pays aussi infiltré que le Congo... Vous parlez des forces de sécurité, mais des milices d'autodéfense, des choses comme ça? Des forces de sécurité, cela ne devrait pas être simplement... Mais qui seraient des forces de sécurité qui seraient sous quel commandement? Sous le commandement des forces du changement. Pourquoi est-ce que les forces du changement ne travailleraient pas cette question-là? Je vais vous dire pourquoi je fais allusion à la question des forces de sécurité appartenant aux forces du changement. Dans un pays qui est sous occupation, vous ne pouvez pas compter à tout moment sur le service de sécurité contrôlé par les occupants. C'est ça le problème. Il serait urgent que les forces du changement comprennent qu'elles doivent travailler à créer elles-mêmes leur force de sécurité. Donc, quand je parle de forces de sécurité, je ne vois pas nécessairement la traduction de ces forces de sécurité en termes de police ou comment dirais-je, armée. Mais on peut, ces forces du changement peuvent trouver leur formule à elles pour mettre sur pied des forces de sécurité efficaces. Donc, une deuxième piste. La première, chercher l'argent. La deuxième, force de sécurité. La troisième, travailler à la production d'une autre culture. Regardez, nous vivons dans un pays où nos compatriotes sont abrutis par les films qui viennent de l'ouest de l'Afrique, par une certaine musique indécente, et il est important qu'aujourd'hui, les forces de changement comprennent qu'elles peuvent recréer la culture, parce que la culture peut être la voie de la recréation de l'imaginaire pour que nous puissions, pour que ces forces de changement initient un imaginaire alternatif. Il y a ces trois points-là, mais on peut en ajouter d'autres. Si on travaille sur ces trois points-là, Economas populaire y participe à partir de la base, dans 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, les choses peuvent changer en profondeur. Donc là, ça serait une façon de rompre avec un processus initié par un pouvoir néocolonial, néolibéral, un pouvoir d'occupation. À mon avis, il est temps de rompre avec le processus initié par ce pouvoir-là, malgré ces beaux discours qui constituent, à mon humble avis, des doctrines de bonnes intentions. Très bien, pour finir un mot sur les voyages que vous avez effectués à Londres la semaine passée. Il semble c'était pour la célébration de la disparition du cardinal Maloula, c'est bien cela, hein? Oui, vous savez que ça faisait 25 ans depuis que le cardinal Maloula est retourné dans la maison du Père. Alors au pays, il y a eu des messes qui ont été dites, des manifestations qui ont été organisées. À Londres, les Congolais ont une belle et grande aumônerie qui est gérée de main de maître par l'abbé Noël Mpati et entourée d'une bonne masse de mamans catholiques qui essaient de redorer l'image de l'église catholique et de l'église congolaise à Londres.
Alors, c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de la célébration de 25 ans après la disparition de Monseigneur, du cardinal Maloula, que les mamans catholiques qui fêtaient elles aussi leurs 25 ans parce qu'elles sont la création du cardinal Maloula, ont voulu, avec l'abbé Ignace Ndongala, organiser une table ronde autour du thème « Une église congolaise dans un État congolais ». Alors nous sommes allés et pour débattre autour de cette question-là, organiser une table ronde pendant une soirée. On a organisé une table ronde au cours de laquelle certains d'entre nous ont pris la parole. Maître Thérèse Landou, il y a un ami de Arène qui était là, Marco, c'est l'abbé Ignace Ndongala qui faisait la modération. Il y avait la sœur Odette Sangoupamba qui était là, et nous avons été accueillis par l'abbé Noël qui est l'aumônier de l'aumônerie catholique de Londres. Et moi-même, j'ai aussi pris la parole à cette table ronde. L'idée, c'est d'approfondir la pensée du cardinal Maloula qui peut être compté parmi les pères fondateurs de l'indépendance congolaise. Vous savez qu'avec bien d'autres, ils ont initié un mouvement qui, en 1956, a produit le manifeste de la conscience congolaise. Et vous savez aussi que le cardinal Maloula a beaucoup travaillé à la mise sur pied des communautés ecclésiales vivantes de base comme lieu de l'éclosion d'une église qui contribue à l'avènement d'une société juste, libre et fraternelle. Donc, ce sont toutes ces questions-là que nous sommes allés analyser pour voir comment nous pouvons encore aujourd'hui rendre actuelle la pensée de ce père de l'indépendance. Et le souhait, c'est que demain, un cercle cardinal Maloula puisse naître et que sa pensée puisse être approfondie afin qu'elle contribue à partir de nos églises locales et de nos communautés ecclésiales vivantes de base, que sa pensée contribue à mettre nos chrétiens debout, à en faire les artisans. Monsieur Mbelou, en quoi les Congolais peuvent s'inspirer de la pensée du cardinal Maloula? Voilà. Déjà, au niveau du fait que, au niveau du mouvement qui a produit le manifeste de la conscience africaine. Vous savez que Maloula n'a pas travaillé seul. Donc, à ce niveau-là, il est déjà l'initiateur d'un leadership collectif. Vous ne pouvez mieux aider votre pays à aller de l'avant qu'en essayant de travailler ensemble, en mettant entre parenthèses vos appartenances tribales, claniques, ethniques, pour vous voir comme frères et sœurs. Là, c'est un premier grand apport du cardinal Maloula. N'oubliez pas que le cardinal Maloula était un intellectuel, un autodidacte qui aimait beaucoup les choses de la pensée. Et le cardinal Maloula avait créé une semaine des intellectuels à Kinshasa. Donc aujourd'hui, nous avons encore besoin des hommes et des femmes, que ce soit des hommes d'église ou des compatriotes qui aiment simplement leur pays, qui comprennent qu'il est temps de créer des lieux de rencontre, des lieux du savoir et de la pensée, pour faire renaître une connaissance qui éveille les consciences, une connaissance qui aide nos populations à pouvoir se mettre debout. Ça, c'est le deuxième apport. Le troisième apport, le cardinal Maloula avait fait une option préférentielle pour les communautés ecclésiales vivantes de base. C'est-à-dire, il voulait que l'Église soit le fait, pas simplement des clercs, mais des clercs et des chrétiens qui se rencontrent dans des communautés à taille humaine pour penser leur foi, pour prier, mais aussi pour travailler ensemble afin de mettre notre pays debout. Donc, aujourd'hui encore, c'est au niveau de ces petits espaces organisés
à la base de notre pays, dans nos différentes paroisses, dans nos différentes missions, si cela est coordonné, s'il y a une synergie que crée par exemple le comité d'apostolat pour les laïcs catholiques du Congo, si cela est bien coordonné, il y a lieu de faire de nos masses populaires les démiurges de leur destinée à partir des communautés ecclésiales vivantes de base. Ça, c'est un troisième grand apport. Un quatrième, il y en a beaucoup, mais je me limite à 4. Le cardinal Malola aimait apprendre des autres. N'oubliez pas qu'il s'était fait entourer de certains théologiens et de certains philosophes, dont le maître de la bissoïté, le tout grand Tchamali Ngantumba, et l'un de nos grands théologiens à la retraite aujourd'hui, Mwindu Mouchete. Alors, le cardinal Malola aimait apprendre des autres. Aujourd'hui, si nous voulons que notre pays, la République dite démocratique du Congo, aille de l'avant, nous avons aussi tout intérêt à créer des lieux de la pensée, mais aussi à apprendre des autres. Vous comprenez, par exemple, mon acharnement pour que nous apprenions des pays latino-américains qui, aujourd'hui, se sont quand même distingués en faisant une intégration régionale en matière économique, en matière de sécurité, une intégration régionale qui leur permet de pouvoir faire face aux grands ensembles. Et il y a de ces pays-là, latino-américains, qui sont très avancés dans la démocratie participative. Vous voyez, cette pensée est tellement féconde qu'on peut en dégager des lignes de force pour notre émancipation politico-sociale et culturelle aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Monsieur Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien Monsieur Etienne Nandou et à la semaine prochaine.